Moi, Julien, un homme de 30 ans, j'étais avec ma copine, Camille, depuis environ 3 ans. Nous n'avons pas habité ensemble pendant la majeure partie de notre relation. Elle avait un appartement en colocation et je louais un T2 depuis avant notre rencontre. Il y a environ 8 mois, elle a emménagé chez moi quand sa colocataire s'est fiancée et est partie. C'est là que les choses ont commencé à changer. Un peu de contexte sur moi. Je travaille comme chef de projet informatique pour une PME. Je gagne bien ma vie, environ 60 000 € par an, et je fais très attention à mes dépenses. Je maximise mon plan d'épargne retraite, PER, je garde un fonds de sécurité de 6 mois de côté et je rembourse par anticipation mon prêt étudiant. J'ai grandi en voyant mes parents se disputer à propos de l'argent chaque semaine. Mon père cumulait 2 emplois et ma mère dépensait toujours plus vite qu'il ne gagnait. Ils se sont séparés quand j'avais 14 ans, et les retombées ont été terribles. Bataille pour la garde, dispute pour la pension alimentaire, mon père vivant dans un petit studio de banlieue parisienne tout en payant pour un pavillon où il n'habitait plus. J'ai vu le chaos financier détruire ma famille en temps réel, et j'ai juré de ne jamais répéter ça. À cause de ça, j'ai toujours été transparent sur une chose avec toutes mes partenaires. Je ne veux pas d'enfants pour le moment. Peut-être même jamais. Ce n'est pas un nom définitif pour toujours, mais c'est un nom catégorique pour l'instant. Et où pour l'instant a été ma réponse pendant toute ma vie d'adulte. Je l'ai dit à Camille lors de notre 4e rendez-vous. Elle a dit qu'elle était flexible sur le calendrier et qu'elle n'était pas pressée. Je l'ai cru sur parole. Pendant les 2 premières années et demie, le sujet n'a presque jamais été abordé. Elle prenait la pilule depuis bien avant notre rencontre. Nous faisions très attention. Tout allait bien. Puis elle a emménagé, et en l'espace de 3 mois, la conversation sur les bébés a commencé à apparaître comme des pop UPS publicitaires que je ne pouvais pas fermer. Ça a commencé subtilement. On était au Monoprix, elle s'égarait dans le rayon bébé, soulevait un petit body et disait « C'est pas adorable, ça ?» On était dans une brasserie, une famille avec un enfant en bas âge entrait, elle les fixait avec un regard attendri puis me regardait comme si je devais ressentir la même chose. Sa collègue a eu un bébé, et soudain, chaque appel téléphonique tournait autour de la mignonnerie du bébé, du bonheur de sa collègue, de la façon dont la maternité vous transforme. J'ai abordé le sujet directement. J'ai dit, écoute, je veux m'assurer qu'on est toujours sur la même longueur d'onde concernant les enfants. Ma position n'a pas changé. Je ne suis pas prêt et je ne sais pas si je le serai un jour. J'ai besoin que tu me dises honnêtement si c'est rédhibitoire pour toi. Elle a répondu, je t'entends. Je n'essaie pas de te mettre la pression. Je pense juste qu'il est naturel de parler de l'avenir. Très bien. J'ai laissé couler. Mais ça ne s'est pas arrêté. Le subtil est devenu moins subtil. Elle a commencé à laisser son téléphone déverrouillé sur des articles parlant du meilleur âge pour avoir des enfants et des fenêtres de fertilité. Elle m'a montré un TikTok d'un père faisant une gender reveal et a dit « Tu serais un si bon père ». Elle a mentionné plus d'une fois que sa mère l'avait eu à 24 ans et n'avait pas attendu les conditions parfaites. Puis, il y a environ 2 mois, nous avons eu cette dispute. Ça a commencé pour une bêtise. Je ne me souviens même plus quoi. La vaisselle, peut-être. Ou qui avait oublié d'annuler un abonnement Netflix qu'on n'utilisait plus. Le genre de dispute qui ne porte pas vraiment sur le sujet initial. Ça a dégénéré comme le font les disputes quand il y a une pression sous-jacente. Et au milieu de tout ça, elle a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Tu sais quoi? Je pensais de toute façon arrêter la pilule. Mon corps, mon choix. Et honnêtement, si je tombe enceinte, c'est que c'était le destin. Peut-être que l'univers essaie de nous dire quelque chose et que tu as juste trop peur pour l'écouter. Je suis resté planté dans la cuisine, un torchon à la main, et j'ai senti quelque chose se déconnecter en moi. Pas de la colère, quelque chose de plus froid, de la lucidité. J'ai dit, ce que tu viens de décrire, c'est de la coercition reproductive. Elle a levé les yeux au ciel. Oh mon Dieu, ne sois pas dramatique. Je parle de faire confiance au processus. Tu parles de prendre une décision unilatérale concernant nos 2 vies en arrêtant secrètement la contraception et en présentant une grossesse potentielle comme le destin. Ce n'est pas faire confiance au processus. C'est piéger quelqu'un. Piéger? Tu es sérieux là? Je suis ta copine, pas une inconnue. Peu importe qui tu es.
Si tu m'enlèves la possibilité de prendre des décisions éclairées sur ma reproduction, c'est de la coercition. Point final. Elle a ri. Elle a vraiment ri. Tu parles comme un post Reddit. Je n'ai pas ri. J'ai dit, j'ai besoin que tu me dises tout de suite. Prends-tu toujours la pilule? Elle a hésité juste une seconde, mais je l'ai remarqué. Oui, je la prends. Je parlais juste pour parler. Mon Dieu, cette hésitation a tourné en boucle dans ma tête pendant les 48 heures suivantes. Parce que voilà le truc. J'avais remarqué autre chose. Sa plaquette de pilules, qu'elle gardait dans l'armoire de la salle de bain, n'avait pas changé de place depuis environ 3 semaines. Avant, elle la déplaçait tous les jours. Je suis très observateur quant aux habitudes. Des formations professionnelles de chef de projet. Le schéma avait été rompu et je ne l'avais pas consciemment enregistré jusqu'à cette dispute. Je ne l'ai pas accusé. Je n'ai pas vérifié ses pilules. Je ne suis pas allé fouiller dans son téléphone. J'ai fait autre chose. Le lundi matin suivant, j'ai appelé un urologue. J'ai pris rendez-vous pour une consultation le jeudi. Lors de la consultation, le médecin m'a expliqué l'intervention. 20 minutes, anesthésie locale, récupération minimale. J'ai demandé quand je pouvais la programmer au plus vite. Il avait un créneau le mardi suivant. Je l'ai pris. Le mardi après-midi, je suis allé à la clinique seul. Mon pote de boulot, Antoine, m'a conduit parce qu'on n'est pas censé conduire pour rentrer chez soi après. Il s'est assis dans la salle d'attente en jouant à Candy Crush et n'a posé aucune question parce qu'il fait partie de ces amis qui savent juste être là quand il faut. L'intervention a duré environ 25 minutes. Je suis rentré chez moi avec un sachet de petits pois surgelés et un rendez-vous de suivi dans 8 semaines pour un spermogramme de confirmation. Je n'ai rien dit à ma copine, pas parce que je faisais des cachotteries, mais parce que j'avais déjà pris une décision encore plus importante dont je ne lui avais pas non plus parlé. Je la quittais. J'ai passé la semaine suivante à organiser discrètement mon départ. J'étais le seul signataire du bail, mais je voulais de toute façon me rapprocher de mon bureau. J'ai trouvé un nouveau T2, j'ai signé le bail et j'ai donné mon préavis de 30 jours à mon propriétaire actuel. J'ai commencé à déménager mes affaires progressivement, descendant des cartons dans ma voiture pendant la pause déjeuner, les déposant dans le nouvel appartement en rentrant du travail. Elle n'a rien remarqué parce qu'elle finissait tard la plupart du temps, et je m'assurais que l'appartement ait l'air normal. Un samedi matin, 12 jours après la vasectomie, je l'ai fait asseoir à la table de la cuisine. Il faut qu'on parle. Elle a immédiatement eu l'air nerveuse. À propos de quoi? De nous? Ça ne marche plus. Quoi? D'où ça sort? Ça fait un moment que ça couvait, mais notre conversation d'il y a 2 semaines sur l'arrêt de la pilule a scellé ma décision. Tu me l'as dit pendant une dispute, mais tu m'as quand même dit que tu envisageais de prendre une décision qui changerait ma vie sans mon accord ni mon consentement. Je ne peux pas rester avec quelqu'un qui pense comme ça. Je t'ai dit que je vidais juste mon sac. Je ne l'ai pas vraiment fait. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais le fait que ce soit même envisageable, le fait que tu aies dit que si tu tombais enceinte, c'était le destin, comme si mon consentement dans l'équation n'avait aucune importance. Ça me suffit. Elle s'est mise à pleurer. Tu réagis de façon disproportionnée. Les couples parlent de ces choses-là. C'est normal. Ce n'est pas normal de menacer d'arrêter sa contraception sans le dire à son partenaire. Ce n'est pas une conversation. C'est un avertissement. Et alors? Tu me quittes juste pour quelque chose que j'ai dit? Je te quitte à cause de ce que cette phrase a révélé sur ta vision de notre relation. Tu vois un avenir où mon avis est ignoré sur la décision la plus importante qu'une personne puisse prendre. Je ne veux pas de cet avenir. Elle est passée des pleurs à la fureur en environ 4 secondes. Tu es un lâche. Tu as 30 ans et tu fuis tes responsabilités d'adulte. Je préfère être un lâche plutôt qu'un père qui n'a pas choisi de l'être. Je lui ai dit qu'elle avait jusqu'à la fin du mois pour trouver un nouveau logement puisque mon bail prenait fin. J'avais déjà préparé mon nouvel appartement. Je lui ai laissé les 30 jours complets, j'ai proposé de l'aider à payer sa caution si elle en avait besoin, et j'ai dit, j'espère qu'on pourra faire ça sans que ça devienne moche. Elle a répondu, c'est déjà moche. C'est toi qui as rendu ça moche. J'ai déménagé le reste de mes affaires ce week-end-là.
Elle est restée dans l'appartement pendant les 3 semaines restantes. Nous ne nous sommes pas parlé. Reddit, je sais que certains d'entre vous pensent que la vasectomie était une mesure extrême. Peut-être que c'était le cas. Mais quand quelqu'un vous dit qu'il pourrait secrètement arrêter de prévenir une grossesse et appelle ça le destin, soit vous le prenez au mot, soit vous jouez à la roulette russe avec une conséquence qui durera 18 ans. J'ai choisi de ne pas jouer. Et honnêtement, assis dans mon nouvel appartement avec mes petits pois surgelés et ma conscience tranquille, je referai le même choix sans hésiter. Maintenant, voici la partie que je ne vous ai pas encore dite. Elle ne sait pas pour la vasectomie. Et il y a environ 3 semaines, elle a refait surface dans ma vie avec une annonce très spécifique. C'est pour la mise à jour. Mise à jour numéro 1, 4 jours plus tard. Merci à tous ceux qui ont répondu. Beaucoup d'entre vous avaient des questions et certains des inquiétudes, et je veux clarifier quelques points avant d'en venir à ce qui s'est passé. Premièrement, oui, j'ai eu mon rendez-vous de suivi. 8 semaines après l'intervention, le spermogramme a révélé un taux de 0. L'urologue a confirmé que j'étais stérile. J'ai les résultats du laboratoire dans mon dossier médical et une copie dans ma boîte mail. Cela va avoir son importance. Deuxièmement, beaucoup d'entre vous ont demandé pourquoi je ne lui avais tout simplement pas parlé de la vasectomie. Honnêtement, parce que ça ne la regardait plus. Nous étions séparés. Mes décisions médicales après la rupture m'appartiennent. Je ne lui dois aucune explication sur une intervention que j'ai subie après avoir décidé de la quitter. La vasectomie n'était pas une arme. C'était un bouclier. Il y a une différence. Maintenant, l'annonce, 3 semaines après la rupture. Donc, il y a environ 5 semaines à compter d'aujourd'hui, j'ai reçu un texto de sa part à 21 h un dimanche. J'étais sur le canapé, je regardais un match de foot en mangeant des restes de pizza. Mon téléphone a vibré et j'ai failli l'ignorer car j'avais mis son contact en sourdine, mais j'ai vu l'aperçu. Elle, il faut qu'on parle. C'est important. À propos de nous. Je n'ai pas répondu. Elle a envoyé un autre message 20 minutes plus tard. Elle, je suis enceinte. J'ai fixé ce texto pendant environ une seconde avant qu'un calme très spécifique ne m'envahisse. Pas de la panique, pas de la colère, le calme de quelqu'un qui a révisé pour l'examen. J'ai répondu, ce n'est pas possible. Elle, si. J'ai fait 3 tests, tous positifs. C'est arrivé avant que tu partes. Petit calcul mental. J'avais déménagé environ 7 semaines plus tôt. Ma vasectomie avait eu lieu 12 jours avant notre discussion de rupture. Mais, et c'est important, je n'avais pas couché avec elle au cours des 3 dernières semaines de notre relation. Après la dispute sur la pilule, j'avais dormi sur le canapé en prétextant un mal de dos dû à une mauvaise posture au travail. Elle n'avait pas posé de questions parce qu'elle était trop occupée à m'en vouloir. Donc, soit elle revendiquait une grossesse datant de plus de 10 semaines qu'elle venait tout juste de découvrir, soit la chronologie ne tenait pas debout du tout. Je n'ai rien dit de tout ça. J'ai juste écrit, on devrait en parler de vive voix. On s'est retrouvés dans une brasserie le lendemain. Un terrain neutre. Elle est entrée avec une allure différente, pas visiblement enceinte. Ça aurait été trop tôt si c'était vrai, mais elle dégageait cette énergie triomphante, comme si elle détenait la carte gagnante. Elle s'est assise en face de moi et a posé ses mains à plat sur la table comme si elle allait faire une présentation professionnelle. Elle, bon, je suis enceinte et avant que tu dises quoi que ce soit, je sais que ce n'est pas ce que tu voulais, mais c'est en train d'arriver et on doit trouver une solution. Moi, c'est prévu pour quand ? Elle, je ne suis pas encore allé chez le médecin. Je viens juste de l'apprendre. Moi, tu viens juste de l'apprendre après plus de 10 semaines ? Elle, mon cycle est irrégulier. Ça arrive. Moi, d'accord. Qui est le père ? Son visage s'est décomposé. Pardon ? Moi, c'est une question simple. Tu es le père, qui d'autre veux-tu que ce soit ? C'est ce que je te demande. Comment oses-tu ? Je ne t'ai jamais trompé. Pas une seule fois. J'ai pris une gorgée de mon café, je l'ai reposé et j'ai croisé les mains. C'était le moment que j'avais anticipé et planifié dans ma tête pendant des semaines. Pas parce que je suis un génie du mal, mais parce que quand quelqu'un menace de tomber enceinte pour vous garder, vous pensez au plan de secours. C'est juste de l'instinct de survie. Moi, je dois te montrer quelque chose,
et j'ai besoin que tu l'assimiles vraiment avant de répondre. J'ai sorti mon téléphone, ouvert ma boîte mail et je lui ai montré le document. C'était le rapport de laboratoire du cabinet de mon urologue. Analyse de sperme post-vasectomie. Date de l'intervention clairement indiquée. Nombre de spermatozoïdes, 0. Confirmé. Stérile. Je l'ai regardé le lire. Je l'ai regardé le relire. J'ai regardé la couleur quitter son visage comme si on avait débranché une prise. Elle, quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Moi, j'ai fait une vasectomie 2 semaines avant de déménager. Stérilité confirmée 8 semaines plus tard. Ce document est daté, signé par mon urologue et fait partie de mon dossier médical permanent. Elle, tu as fait une vasectomie sans me le dire. Nous étions encore techniquement ensemble, mais j'avais déjà décidé de partir. Mon corps, mon choix. Ça te rappelle quelque chose? Elle n'a pas relevé la référence, ou alors elle a choisi de l'ignorer. Elle, ça ne change rien. Je suis quand même enceinte. Moi, alors le bébé n'est pas de moi parce que je suis physiquement incapable d'engendrer un enfant. Donc soit ces 3 tests sont faux, soit tu dois avoir une autre conversation avec une autre personne. Elle a regardé l'écran du téléphone, puis moi, puis à nouveau l'écran. Je pouvais voir les rouages tourner dans sa tête, le recalcul, la recherche désespérée d'un nouvel angle d'attaque. Elle, la vasectomie a pu échouer. Ça arrive. J'ai lu des trucs là-dessus. Moi, mon taux de spermatozoïdes est à 0. Confirmé par un laboratoire. Ce n'est pas un échec. C'est un résultat. Elle, les labos font des erreurs. Moi, je referai des tests si tu veux. Mais en attendant ces résultats, j'aimerais que tu ailles voir un vrai gynécologue et que tu fasses une prise de sang confirmant la grossesse avec une date estimée. Si tu es enceinte, et si par un miracle d'échec médical, je suis responsable, un test de paternité le prouvera. Je coopérerai pleinement pour un test ADN. Mais on va faire ça de manière médicale, pas par texto. Elle a pris son sac à main et s'est levée. Tu me dégoûtes. Tu t'es mutilée juste pour éviter d'avoir un bébé avec moi et maintenant tu me traites de menteuse. Moi, je ne t'ai traité de rien. Je t'ai montré un document médical et j'ai demandé une vérification. Ce n'est pas une accusation. C'est une vérification diligente. Elle est partie sans toucher à son café. Je suis resté, j'ai fini le mien et j'ai laissé un pourboire à la serveuse parce qu'elle avait clairement tout entendu et avait l'air d'avoir besoin d'une prime de risque. Ce soir-là, les textos ont commencé. Pas de mon ex, de sa mère. Sa mère, je suis consterné par la façon dont tu traites ma fille. Elle vient t'annoncer une nouvelle qui change la vie, et tu lui montres des papiers de vasectomie. Quel genre d'homme fait ça? Moi, le genre d'homme qui veut vérifier les faits avant d'assumer la responsabilité d'un enfant qui n'est peut-être pas le sien. Madame, les calculs ne sont pas bons. Si elle est enceinte, je ne suis pas le père. J'en ai la preuve médicale. Sa mère, les preuves médicales peuvent se tromper. Les médecins font des erreurs tous les jours. Moi, alors elle ne devrait avoir aucun problème à accepter un test de paternité. Sa mère, elle ne devrait rien avoir à prouver. Une femme te dit qu'elle porte ton enfant et tu la crois. Moi, avec tout le respect que je vous dois, une femme m'a dit qu'elle envisageait d'arrêter la pilule à mon insu. J'ai réagi en m'assurant que ça ne puisse pas arriver. Si la confiance était là, nous ne serions pas dans cette situation. Elle n'a pas répondu pendant environ 1 heure. Puis, tu vas le regretter. J'ai sauvegardé ce texto. 2 jours plus tard, la grande sœur de mon ex s'en est mêlée. Elle m'a envoyé un pavé par texto pour m'expliquer à quel point j'étais émotionnellement abusif et que refuser d'accepter une grossesse était une forme de contrôle reproductif. L'ironie de cette déclaration, vu comment toute cette histoire a commencé, était si grosse que j'aurais pu l'étaler sur une tartine. Je n'ai pas répondu à la sœur. J'ai répondu à mon ex une dernière fois. Moi, je veux être tout à fait clair. Si tu es enceinte, je coopérerai pour un test de paternité. Si le test montre que l'enfant est de moi malgré mon dossier médical, je remplirai toutes mes obligations légales et financières. Je ne fuis pas mes responsabilités. Je demande des preuves. C'est raisonnable. Si tu refuses de fournir des preuves, ça me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. Elle m'a laissé en vue. Reddit, je sais que certains d'entre vous vont dire que j'ai été froid,
que montrer un dossier médical à quelqu'un dans une brasserie est dur. Et oui, peut-être que la manière de le dire n'était pas parfaite, mais quand quelqu'un utilise la grossesse comme une arme, quand quelqu'un utilise la possibilité d'un enfant comme moyen de pression, on ne joue pas la carte de la gentillesse. On joue la carte de la précision. La suite arrive, car elle ne s'est pas arrêtée là. Et ce qui s'est passé ensuite a confirmé tout ce que je soupçonnais. Mise à jour numéro 2, 9 jours plus tard. C'est la dernière mise à jour. Elle est longue, mais je clôt ce chapitre et je veux le faire correctement. Après mon dernier texto concernant le test de paternité, je suis resté 9 jours sans avoir de nouvelles de mon ex, 9 jours entiers. Pas de texto, pas d'appel, pas de message des membres de sa famille. Je me suis dit que soit elle consultait un avocat, soit elle allait voir un vrai médecin, soit elle préparait une nouvelle stratégie. Il s'est avéré que c'était la troisième option. Le 10e jour, j'ai reçu un appel de mon pote du boulot, le même qui m'avait conduit pour ma vasectomie. Il avait l'air bizarre au téléphone. Mon pote, salut mec. Il s'est passé un truc et je ne veux pas que tu l'apprennes par quelqu'un d'autre. Moi, quoi? Mon pote, ton ex a appelé l'accueil de notre entreprise. Elle a demandé à être transférée aux ressources humaines. Elle leur a dit que tu l'avais mise enceinte et abandonnée et qu'elle s'inquiétait de ton état psychologique et de ton comportement instable. Elle a dit qu'elle voulait que ce soit consigné au cas où il se passerait quelque chose. Je suis resté complètement figé. Moi, elle a appelé mon travail? Mon pote, ouais. La responsable RH lui a parlé pendant environ 5 minutes, puis elle est venue me voir parce qu'elle sait qu'on est proche et m'a demandé si je savais ce qui se passait. Je lui ai dit que vous aviez rompu et que c'était compliqué, mais que tu allais bien. Elle n'avait pas l'air trop inquiète. Elle m'a dit qu'elle recevait ce genre d'appel plus souvent qu'on ne le pense et que sans menace spécifique ou incident sur le lieu de travail, il n'y avait pas grand-chose à faire, mais elle a pris note. Moi, donc, il y a maintenant un dossier quelque part dans mon entreprise parce que mon ex a appelé et a menti sur moi. Mon pote, en gros, oui. Je suis désolé, mec. J'ai raccroché et je me suis assis à mon bureau, vibrant d'une colère que je n'avais pas encore ressentie dans tout ce processus. Parce que jusqu'à présent, tout avait été personnel, entre elle et moi, confiné à notre vie privée. Mais appeler mon employeur, essayer de semer le doute sur mon comportement et ma santé mentale sur mon lieu de travail, ce n'est pas un grief amoureux. C'est une tentative de détruire mon gagne-pain. C'est du sabotage. J'ai pris 30 minutes, j'ai marché sur le parking, j'ai respiré, puis je suis retourné à l'intérieur et j'ai moi-même envoyé un email au RH. J'ai tout déballé. De manière factuelle, sans émotion, point par point. La rupture, sa déclaration sur l'arrêt de la pilule, ma vasectomie avec la date, son affirmation de grossesse, ma demande de test de paternité, son refus, et son appel au bureau. J'ai joint une copie de la confirmation de ma vasectomie et les résultats du laboratoire. J'ai dit que je voulais qu'il soit consigné que toute affirmation qu'elle faisait à l'entreprise était contestée et que j'avais des documents médicaux pour appuyer ma position. J'ai mis mon adresse email personnelle en copie. Les RH ont répondu dans les 2 heures. Professionnel, neutre. Ils ont dit qu'ils appréciaient le contexte, qu'aucune mesure n'était prise contre moi et qu'ils joignaient ma déclaration à l'appel initial. Ils m'ont également suggéré de documenter tout contact ultérieur au cas où cela dégénérerait en harcèlement répété. J'ai imprimé cet email, je l'ai ajouté au dossier, car j'avais commencé un dossier. Une chemise cartonnée physique. Je sais que ça fait très vieille école, mais mon père m'a appris une chose utile, le papier ne plante pas et on ne peut pas supprimer accidentellement un dossier rangé dans un tiroir. J'y ai mis les documents de la vasectomie, les résultats du laboratoire, les emails des RH, des captures d'écran des textos d'elle, de sa mère et de sa sœur, et une chronologie des événements que j'avais tapés avec les dates. Je ne préparais pas ça pour attaquer qui que ce soit en justice. Je le préparais parce que quand quelqu'un va de plus en plus loin, il faut être prêt, peu importe jusqu'où il ira. Et là où elle est allée ensuite m'a donné raison. 4 jours après l'appel au RH, j'ai reçu un message vocal d'un numéro que je ne connaissais pas. C'était une association d'aide aux femmes. Une femme très polie a dit que mon ex les avait contactés pour chercher du soutien suite à un abandon de partenaire et m'a demandé si je serais prêt à participer à une médiation. Je l'ai rappelé, je lui ai brièvement expliqué la situation, que j'avais une vasectomie confirmée, qu'elle prétendait avoir une grossesse qui ne pouvait pas être de moi, que j'avais demandé un test de paternité qu'elle avait refusé.
Et qu'elle avait contacté mon employeur en faisant de fausses déclarations. La femme au téléphone est restée silencieuse un instant, puis a dit très prudemment « Merci d'avoir partagé ce contexte. Nous allons faire un suivi en interne. » Je n'ai plus jamais entendu parler d'eux. Je soupçonne qu'une fois qu'ils ont examiné les faits réels, l'histoire qu'elle leur avait racontée ne tenait pas la route. Les associations de défense traitent avec de vraies victimes tous les jours. Elles peuvent repérer quand quelqu'un abuse du système. En tout cas, les bonnes associations le peuvent. Maintenant, la partie que vous attendiez tous. Environ 5 jours après l'appel de l'association, j'ai reçu un dernier texto de mon ex. Il était long, le genre de message de milieu de la nuit. Envoyé à 2h34 du matin. Ça commençait par « Je n'étais pas vraiment enceinte. » Je vais vous laisser une seconde pour assimiler ça, parce que j'en ai eu besoin d'une aussi, même si je le savais déjà. Elle m'a expliqué qu'elle avait simulé les tests de grossesse. Apparemment, on peut acheter des tests positifs en ligne pour environ 15 €, une information dont je n'avais pas besoin, mais que je possède désormais. Elle a dit qu'elle l'avait fait parce qu'elle avait paniqué quand j'étais parti et qu'elle pensait que si je croyais qu'il y avait un bébé, je reviendrais. Elle a affirmé qu'elle croyait sincèrement que nous étions faits pour être ensemble et qu'elle avait juste besoin de plus de temps pour m'en convaincre. Elle ne s'est pas excusée. Je veux être très clair là-dessus. Il n'y a eu aucun « je suis désolé ». L'intégralité du message était formulée comme une explication, pas comme des excuses. J'ai fait ça à cause de l'amour que je te porte. Tu m'as poussé à bout en me quittant. Si tu n'avais pas fait cette vasectomie dans mon dos, rien de tout cela ne serait arrivé. La vasectomie que j'ai faite parce qu'elle avait menacé d'arrêter la pilule. Celle qui était une réponse directe au fait qu'elle m'avait annoncé qu'elle supprimerait mon libre arbitre en matière de reproduction. Dans son esprit, ma protection avait causé le problème. Pas sa menace, pas ses mensonges, pas la fausse grossesse. Mon refus d'être vulnérable face à son plan. J'ai fait des captures d'écran de tout le message, je les ai ajoutés au dossier, puis j'ai utilisé la carte que je gardais en réserve. J'avais déjà parlé à un avocat. Pas parce que je voulais la poursuivre en justice, mais parce qu'après l'appel au RH et le contact avec l'association, un ami de la fac devenu avocat m'avait dit que j'avais un motif légitime de plainte pour harcèlement si je voulais donner suite, et qu'au minimum. Je devais envoyer une mise en demeure. J'avais attendu car je n'étais pas sûr de vouloir envenimer les choses. Mais les aveux de 2h du matin ont changé la donne. J'avais désormais, avec ses propres mots, l'aveu qu'elle avait simulé une grossesse pour me manipuler afin que je revienne dans la relation. Ce n'est pas une zone grise. C'est de la manipulation documentée avec des preuves à l'appui. Mon avocat a rédigé la mise en demeure. Tout y était détaillé. La fausse déclaration de grossesse, la prise de contact avec mon employeur, avec l'association, et les messages de sa famille. Le document stipulait que tout contact ultérieur avec moi, mon employeur ou toute organisation en mon nom serait considéré comme du harcèlement et ferait l'objet de poursuites judiciaires. Il soulignait également que son aveu d'avoir simulé une grossesse constituait une fraude et que je me réservais le droit de partager cet aveu avec toute entité qu'elle avait précédemment contactée avec de fausses allégations. Cette dernière partie était la clé. Car elle ne m'avait pas seulement menti à moi. Elle avait menti à mon service RH. Elle avait menti à une association du planning familial qui existe pour aider les vraies victimes. Elle avait essayé de créer une trace écrite me dépeignant comme un homme instable et absent ayant abandonné une femme enceinte. Si un jour j'avais besoin d'une habilitation de sécurité, d'un accord de garde dans une future relation, ou même d'un dossier professionnel vierge, ces mensonges auraient pu refaire surface. La mise en demeure indiquait clairement que je rétablirais la vérité partout où elle l'avait salie. La lettre a été envoyée en courrier recommandé avec accusé de réception un mercredi. Elle l'a reçue le jeudi. Jeudi soir, sa mère m'a appelé pour la dernière fois. Sa mère, tu envoies des menaces judiciaires à ma fille. Moi, j'envoie une mise en demeure après qu'elle a simulé une grossesse, appelé mon lieu de travail avec de fausses allégations et contacté une association avec une histoire inventée de toutes pièces. Ce n'est pas une menace, madame. C'est une limite. Sa mère, elle a fait une erreur. Elle avait le cœur brisé. Moi, elle a acheté de faux tests de grossesse sur Internet, m'a dit que j'allais être père, et quand ça n'a pas marché, elle a appelé mon service RH pour insinuer que j'étais mentalement instable. Ce n'est pas une erreur. C'est une véritable campagne de destruction. Sa mère,
tu l'as poussé à bout en faisant cette intervention. Moi, j'ai fait une vasectomie parce que votre fille m'a dit qu'elle allait arrêter la pilule sans mon consentement. Chaque mesure que j'ai prise était une réponse à quelque chose qu'elle a fait en premier. J'ai fini d'être le méchant dans une histoire où c'est moi qui me suis fait mentir. Elle a raccroché. Je n'ai eu de nouvelles d'aucun d'entre eux depuis. La mise en demeure, il s'avère, fonctionne plutôt bien sur toute une famille. Maintenant, voici le suivi du côté des institutions. Et c'est important car c'est la partie qui a des conséquences dans le monde réel. J'ai recontacté les RH et je leur ai transféré la partie pertinente des aveux de 2 heures du matin de mon ex, là où elle admettait que la grossesse était fausse. J'ai expliqué que l'appel initial qu'elle avait passé à mon entreprise était basé sur des informations inventées et j'ai demandé que le dossier le reflète. Les RH m'ont remercié et ont dit qu'ils mettraient le dossier à jour. Mon patron, qui avait apparemment été vaguement informé de la situation, m'a pris à part la semaine suivante et m'a dit « On dirait que tu as bien géré une situation difficile. » Et c'est tout. Aucune tâche sur mon dossier, aucune ambiance bizarre persistante. Nickel. J'ai aussi rappelé l'association. La même femme m'a répondu. Je lui ai dit que la grossesse avait été inventée et que mon ex l'avait admis par écrit. La femme m'a remercié, m'a dit qu'elle était désolée que j'ai eu à subir ça, et m'a assuré que le dossier d'admission serait mis à jour. Elle a aussi dit, et ça m'est resté en tête, nous voyons cela plus souvent que les gens ne le pensent, et cela rend les choses plus difficiles pour les personnes qui ont véritablement besoin de notre aide. Cette phrase tourne en boucle dans ma tête. Où en suis-je maintenant? Je suis dans mon nouvel appartement. Il est plus petit que l'ancien, mais il est à moi et à personne d'autre. Et le dossier dans le tiroir de mon bureau? J'espère ne jamais en avoir besoin. La cicatrice de la vasectomie est à peine visible et je me sens très bien. Je ne sors avec personne pour le moment et je ne suis pas pressé. Ce qu'on ne vous dit pas sur ce genre de situation, c'est qu'avoir raison ne fait pas du bien. Ça semble juste nécessaire. J'aurais aimé avoir tort. J'aurais aimé qu'elle ne dise jamais ce qu'elle a dit sur la pilule. J'aurais aimé que le déjeuner avec le test de grossesse commandé en ligne ne soit que le fruit de mon imagination. Mais ça ne l'était pas. Et au moment où quelqu'un vous dit qu'il est prêt à ignorer votre consentement pour créer une vie, vous avez 2 choix. Le croire et agir, ou espérer qu'il ne le pensait pas et tenter votre chance. Je ne joue pas au jeu de hasard. Mon père m'a appelé le week-end dernier. On ne se parle pas souvent. Notre relation est compliquée. Beaucoup de rancœur liée au divorce, mais il avait visiblement entendu parler de la rupture par le bouche à oreille familial. Il m'a dit, j'ai entendu dire qu'une fille t'avait fait un sale coup. J'ai répondu, ouais, c'est le cas. Il est resté silencieux 1 minute. Puis il a dit, j'aimerais avoir été aussi intelligent que toi quand j'avais 30 ans. Ça m'aurait épargné bien des années. Venant de lui, c'est ce qui se rapproche le plus d'un « je suis fier de toi ». Alors voilà l'histoire, Reddit. J'ai 30 ans, je suis stérile par choix, célibataire par nécessité, et je suis assis dans un appartement calme où personne ne planifie secrètement mon avenir sans moi. Les petits pois surgelés ont disparu depuis longtemps, le dossier est dans le tiroir, et la bague que je commençais à chercher avant que tout ne dérape est restée dans l'historique de recherche de mon navigateur, que j'ai effacé hier soir. Certaines choses sont censées arriver et d'autres sont censées être empêchées.